Sud Radio C'est ça la France, midi 30. Nathalie Schrengerma. Bonjour à tous, bienvenue dans C'est ça la France, l'émission du savoir-faire français. Parmi les inventions technologiques qui ont le plus changé nos vies ces 15-20 dernières années, il y a bien évidemment les moteurs de recherche et parmi les usages numériques, toutes ces applications comme Facebook, Instagram, on en reparlera. Comment se faire une place française ou plutôt européenne dans un secteur numérique où les GAFAM, Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft, ces 5 grandes firmes américaines qui laissent très peu de place à la concurrence. Alors comment se faire une place ? Eh bien tout à l'heure nous recevrons l'ancien sportif Ty Chris, reconverti depuis une dizaine d'années dans les télécoms et qui lance Album, un réseau social européen, un mélange d'Instagram, WhatsApp, on en parlera tout à l'heure. Mais tout de suite, avec nous, Jean-Claude Guinosi, le CEO de Qwant, le moteur de recherche français qui s'inscrit comme une alternative à l'américain Google. Sud Radio, c'est ça la France. Bonjour Jean-Claude Guinosi. Bonjour Nathalie, merci de me recevoir. Nous sommes contents de vous avoir sur Sud Radio justement pour évoquer les moteurs de recherche. Alors c'est vrai, aujourd'hui, à la moindre question, on a tous ce réflexe d'aller chercher l'information sur nos portables. Beaucoup ont encore le réflexe Google, mais Qwant s'installe de plus en plus. C'est d'ailleurs est plus récent puisque l'entreprise a été créée en 2013. Expliquez-nous justement en quoi Qwant se distingue des moteurs de recherche comme Google. Eh bien, tout d'abord, Qwant, c'est un moteur de recherche qui se veut être une alternative crédible au moteur de recherche anglo-saxon. C'est un moteur de recherche qui est fait pour les Européens, par les Européens, pour les Européens, avec une composante qui est très importante sur le respect de la vie privée, le non-traçage de l'utilisateur et évidemment la non-revente des données personnelles, dans un contexte qui est de mettre avant tout le respect de l'utilisateur et le respect de la vie privée. La protection des données et la vie personnelle de ceux qui utilisent les moteurs de recherche. Absolument. Donc, notre développement depuis 2013 est très fort. Aujourd'hui, on se positionne comme un acteur européen. Nous avons un peu plus de 5 millions d'utilisateurs par mois en France et un peu plus de 7 millions et demi en Europe qui nous font confiance. Dans combien de pays vous êtes présents d'ailleurs, en parlant d'Europe ? Nous sommes présents avec plus de 28 langues et nous sommes présents dans toute l'Europe et même aux États-Unis de manière plus marginale. Mais la proposition de valeur et la différenciation de Qwant répondent, je dirais, à une demande de plus en plus croissante d'alternatives différentes. Évidemment, vous l'avez cité au GAFA, avec toujours ce respect de l'utilisateur et aussi, je dirais, des résultats qui ne soient pas, je dirais, très digérés, disons, qui ne soient pas donnés avec une approche de profilation de l'utilisateur, mais une ouverture sur le web avec une objectivité dans les résultats. Donc, donner de la richesse, toute la richesse d'Internet et du web à nos utilisateurs sans filtre et surtout pas des filtres liés à l'hyperprofilation de l'utilisateur. Sur quoi repose votre modèle économique, votre modèle d'affaires ? Parce que, effectivement, Google, c'est le stockage et la revente des données. Et vous, alors, pour Qwant ? Mais pour nous travaillons sur un modèle assez classique de vente de mots-clés. Un moteur de recherche existe parce qu'il vend des mots-clés à des partenaires, c'est-à-dire vous êtes une entreprise, vous achetez des mots-clés et vous vous positionnez dans la liste des résultats qui sont donnés aux internautes. Eh bien, le modèle économique de Qwant est identique aux autres moteurs de recherche avec une grande différence qui est que nous ne revendons pas les données personnelles des utilisateurs, qui est une source de revenus massive pour les GAFA, mais bien au contraire, nous n'avons pas ce positionnement de collecte et de revente. Donc un modèle assez classique de revente tout simplement de mots-clés et en parallèle également de visibilité publicitaire sur nos pages de résultats, donc de manière assez traditionnelle, soit des publicités ce qu'on appelle natives ou des vidéos. Lorsque vous cherchez une vidéo d'un match de foot, nous délivrons par exemple avec Dailymotion ce résultat, qui est un autre acteur français, européen très engagé. Et évidemment, lorsqu'il y a une publicité attachée à cette vidéo, eh bien, nous percevons une partie des revenus générés sur la visibilité de cette vidéo. C'est un peu ce que faisait Google jusqu'en 2010, je crois, 2013, avant de se lancer dans le traçage des données. Oui, c'est ce qu'on appelle la pub contextuelle, c'est ça ?
Voilà, il y a la publicité contextuelle et puis c'est le modèle basique je dirais de revenu du moteur de recherche. Après, c'est ajouté évidemment l'hyperprofilation de l'utilisateur, la revente en temps réel des données personnelles, de géolocalisation, de contextualisation je dirais de résultats, et c'est là où a dérivé évidemment l'industrie technologique sur la revente sans contrôle et sans consentement surtout de l'utilisateur de ses propres données, de son ADN numérique. Et c'est là où nous combattons fermement par rapport à cette position, en étant plus traditionnel, évidemment différenciant, mais surtout ne pas être dans une escalade à l'optimisation des revenus par la revente de données massives. Vous cherchez à être rentable avec une alternative éthique et durable. Absolument. C'est notre combat depuis 2013 et puis ce combat qui a, je dirais, une caisse de résonance de plus en plus importante aujourd'hui parce qu'on le voit à travers les différents problèmes des dernières années, le scandale Cambridge Analytica ou autres qui ont fait comprendre au grand public que nos données personnelles, notre ADN numérique était tout aussi important que dans la vraie vie et qu'il fallait savoir, il fallait s'intéresser et surtout comprendre où sont nos données puisque un serveur, un ordinateur peut conserver toutes vos interactions sur Internet tout au long de votre vie, alors que vous aurez tendance à oublier les requêtes que vous avez faites sur un moteur de recherche il y a 10 ans. Ça n'a pas d'importance. Malheureusement, je dirais, des acteurs, des GAFA, conservent ces données de stockage très très longtemps et sont capables de recontextualiser ce que vous avez fait il y a 10 ans, des données personnelles, et les réutiliser pour de la promotion publicitaire ou autre. Nous combattons évidemment, je dirais, cette approche qui est pas acceptable, qui n'est pas respectueuse de l'utilisateur. Alors après, il y a des habitudes qui ont été prises depuis près de 20 ans. Comment on défait ça? Comment on arrive à détricoter tout ça? Oui, c'est la plus grosse problématique que l'on ait à régler. Nous, comme tous les autres acteurs qui sont dans un positionnement beaucoup plus éthique, beaucoup plus respectueux, tout simplement en expliquant à l'utilisateur que ces données personnelles sont aussi importantes que je dirais ce qui peut être écrit ou inscrit sur une pièce d'identité ou sur ces données, je dirais sur ces données de santé, que ces données doivent être traitées de manière confidentielle, qu'on ne peut pas les donner en plus sans consentement à n'importe quelle entreprise pour les exploiter à des fins, je dirais, commerciales, publicitaires. J'allais dire dans le meilleur des cas, des données, je dirais, très invasives et pervasives dans le pire des cas. C'est-à-dire qu'on peut traiter vos données à des fins de nuire. Donc ça, c'est très grave. Et donc, on est dans l'explication, dans, j'allais dire, l'évangélisation permanente pour expliquer pourquoi nous sommes différents chez Quant, pourquoi nous ne traitons pas la donnée personnelle. Et dans un contexte où tout est hyper profilé, nous utilisons la data chez Quant, mais de manière anonymisée ou pseudonymisée. Nous ne conservons pas vos données. Par contre, lorsque nous vous donnons un résultat de recherche, on essaye par la technologie, l'intelligence artificielle sur ce qu'on appelle la sémantique, les mots, la recherche qui est autour des mots et la contextualisation, de vous donner le meilleur des résultats possibles. Et pour cela, on n'a pas besoin de savoir quel âge vous avez, si vous êtes un homme, une femme, où est-ce que vous habitez et quels sont vos intérêts politiques. Ça n'a aucune importance pour nous. Et ça, c'est la grosse différence par rapport aux acteurs traditionnels ou les GAFA, par exemple, ou les entreprises qui hyper-profilent l'utilisateur. Alors, vous avez le soutien de l'État qui est important pour Quant. D'ailleurs, c'est devenu le moteur de recherche par défaut sur les ordinateurs des administrations. Je travaille à France Télévisions. À France Télévisions, on a Quant qui est proposé spontanément. Et ça a aidé à améliorer la notoriété de Quant. Ça nous aide évidemment puisque ça nous permet d'avoir une visibilité plus importante, d'avoir un soutien important. Nous avons la chance aussi, comme PME, d'avoir eu le soutien de l'État au travers de notre premier actionnaire qui est la Caisse des dépôts et consignations, qui nous aide à nous développer, à investir sur notre technologie et à nous rendre le plus rapidement autonomes d'utilisation de technologies d'autres acteurs qui parfois peuvent être des acteurs incontournables, américains ou autres. Et le soutien de l'État est un élément très important.
Mais en parallèle, nous avons aussi à notre capitale des acteurs privés comme le groupe allemand européen Axel Springer, qui est un groupe média très important en Europe et qui a cru très tôt à l'aventure au projet Quant, l'alternative, créer cette alternative crédible. Et nous avons cette chance d'avoir des acteurs qui nous supportent, qui sont des acteurs, des investisseurs long terme, puisqu'on parle d'un projet long terme. Mais qui ont conscience de l'importance d'avoir une souveraineté numérique européenne. Absolument. D'ailleurs, Axel Springer a été un des premiers acteurs à combattre Google ouvertement par rapport à l'hyper-exploitation des données, y compris des données médias, des sources d'information, sans avoir à passer par la caisse. Et je pense que c'est un élément très important de différenciation qui a présidé à l'investissement d'Axel Springer chez Quant, comme l'État le fait pour nous aider à nous développer. Évidemment, c'est un élément important aussi d'avoir des millions d'utilisateurs qui sont des administratifs de l'État ou tout simplement comme des entreprises publiques, comme évidemment France Télévisions, d'avoir des centaines de milliers d'utilisateurs au quotidien qui nous donnent leur feedback sur est-ce que les résultats sont bons, comment on peut améliorer le produit. Et donc ça, c'est un élément très important pour nous d'amélioration permanente. Et la route est encore longue puisqu'on est sur un projet long terme. Mais alors justement, avons-nous les moyens de nos ambitions, justement, de réussir de faire de Quant un moteur de recherche européen, d'avoir ses propres robots, ses propres algorithmes? Parce qu'aujourd'hui, votre propre moteur de recherche, vous êtes encore dépendant de certaines technologies américaines. Je pense à Microsoft, Bing, pour compléter vos résultats. Et en même temps, ils ont 10 ans d'avance sur vous, ce qui est tout à fait normal. Avons-nous les moyens justement de pouvoir un jour être complètement indépendant et ne plus avoir à emprunter une technologie pour adresser notre technologie européenne? Oui, je crois. On y croit fortement, en tout cas, chez Quant et nos actionnaires. On y croit parce que on sait que la route est longue et c'est un projet nécessairement long terme, puisqu'on parle d'un moteur de recherche. C'est très coûteux à développer en technologie nos robots pour aller détecter toutes les innovations ou toutes les mises à jour de milliards de pages web tous les jours. Donc ça nécessite beaucoup d'investissement. On a les moyens, évidemment, on fait appel à des capitaux privés, publics parfois. On est aidé aussi par des fonds européens qui nous aident sur certains aspects technologiques à développer, à embaucher les meilleurs ingénieurs, à les garder en France, les ingénieurs français de grande qualité pour développer des projets. Faire appel aux forces vives françaises et européennes, ça c'est important effectivement. Voilà, exactement. Je pense qu'on a des accords avec des instituts de tout premier plan comme l'INRIA ou autres qui nous permettent justement d'amener cette valeur ajoutée technologique, créative que peuvent avoir les Européens pour se battre sur un terrain de jeu très complexe. Donc les moyens dont nécessite ce projet sont très importants. On est, je dirais, quasiment tous les jours à la recherche d'investissements, mais en parallèle, je souhaite aussi dire que Quant se développe aussi par le développement de nos propres revenus, de notre propre chiffre d'affaires, et tout ça est lié au volume de l'audience, aux millions d'utilisateurs qui nous font confiance tous les jours et aux centaines d'entreprises qui nous font confiance tous les jours, qui nous permettent de nous rapprocher de cet équilibre ou de cette capacité d'autofinancement pour créer cette alternative. Donc la route est longue, oui on peut y arriver, les moyens que nécessite un moteur de recherche sont importants, on parle de plusieurs dizaines de millions sur plusieurs années, voire centaines de millions à investir, et nous sommes attachés à créer cette alternative. Quant à la dépendance ou l'indépendance par rapport à d'autres technologies propriétaires de groupes américains, chinois ou autres, je pense qu'on bâtit la souveraineté. La souveraineté numérique qu'on peut avoir en France, en Europe, est un enjeu aussi long terme. On a une dette numérique en France, en Europe, parce qu'on a forcément laissé un peu trop passer les technologies nord-américaines ou autres sans se soucier de ce que devenait un peu l'usage en Europe, et on voit que la pénétration est très forte, donc il est toujours temps d'inverser la vapeur, et la vapeur on l'inversait en faisant des alliances avec ces grands acteurs, parce que ils ont aussi des obligations, s'ils veulent travailler en Europe, ils ont des obligations. Je pense que le régulateur européen est là pour les forcer aussi
à collaborer avec des entreprises françaises, européennes. On doit saisir cette opportunité. En respectant vos valeurs. Voilà, et tout à fait, puisqu'on peut mettre des filtres, on peut choisir ce que l'on fait. Nous, on opère nos propres serveurs, nos données ne sont pas stockées, je dirais, aux États-Unis. Donc, on fait des choix technologiques, on fait des choix de positionnement, et on a la capacité de le prouver au quotidien. Et on peut négocier, on peut travailler, on peut poser un certain nombre de choses et trouver des compromis avec des grands acteurs pour, en parallèle, nous développer. Et au fur et à mesure que notre, évidemment, audience augmente, nous devenons toujours plus indépendants, puisqu'une capacité à réinjecter dans l'argent dans une technologie souveraine. Merci beaucoup Jean-Claude Guinosy. Je rappelle que vous êtes le CEO du moteur de recherche Qwant. Merci pour cet éclairage. Merci pour votre accueil. Et je vous souhaite un bon dimanche. Au revoir. De même, au revoir. Sud Radio, c'est ça la France, midi 30. Nathalie Schrengerma. Bonjour à tous, bienvenue dans C'est ça la France, l'émission du savoir-faire français. Et aujourd'hui, on s'intéresse aux moteurs de recherche français, européens et désormais à tous ces réseaux sociaux européens et surtout à Taïkris qui nous a rejoint en studio et qui lance justement Album, le Instagram européen. Taïkris, vous le connaissez, le champion des sports extrêmes qui notamment, en général, ses exploits sont très médiatisés, comme en 2010 quand il s'est lancé du premier étage de la Tour Eiffel pour un saut mythique. Il est avec nous en studio, vous avez entendu le son de sa voix, c'est tout de suite dans C'est ça la France. Sud Radio, c'est ça la France, la French Tech. Et oui, la French Tech, car Taïkris désormais fait partie de cette grande famille de la French Tech. Bonjour Taïkris. Bonjour, ça va bien? Oui, alors ça fait combien d'années que vous êtes justement dans toutes ces nouvelles technologies? Ça fait 6 ans. J'ai vraiment fait le grand saut, on va dire, sur mon lit d'hôpital il y a 6 ans, où je me suis dit, bon, moi, je peux pas faire mon sport toute ma vie, et c'est le moment de démarrer un autre métier. J'aimais la technologie, même si j'étais pas expert. Et donc, la première société que j'ai créée, c'est une application qui s'appelle On-Off, que les gens commencent à connaître, en fait, qui permet d'avoir un deuxième numéro en un clic sur son portable. Donc, si les gens veulent un deuxième numéro professionnel, privé, un numéro pour vendre leur voiture sur le bon coin. Ils n'ont pas besoin d'avoir 2 téléphones. Ils téléchargent l'application On-Off et en un clic, ils ont un deuxième 06. Ils peuvent l'annuler à tout moment. Combien d'utilisateurs à ce jour? Alors, on communique pas sur les utilisateurs, mais ça cartonne. On a déjà 1 milliard d'SMS échangés, pour vous dire la quantité. La société est rentable. On est 60. On a levé 20 millions d'euros. On a fait plus de 10 millions d'euros de chiffre d'affaires l'année dernière. On va en faire 20 cette année. On est en discussion. Parce que vous adressez aussi bien aux entreprises qu'aux particuliers. Bien sûr, on a maintenant 2 offres. On a commencé avec une offre B2C où on vendait donc des numéros pour le grand public, et maintenant on a une offre B2B, et on a même des grosses boîtes comme Bouygues qui carrément vendent notre service. Donc c'est un beau succès, et on est même en discussion pour faire des énormes levées de fonds de sûrement 50 millions prochainement. Ah là, c'est assez impressionnant, c'est assez vertigineux tous ces chiffres dans la French Tech. Alors 2 mots rapidement sur votre profil très atypique. Ouais. Gréco-algérien, du sport au télécom, aux nouvelles technologies, ambassadeur de la French Tech, et pourtant vous n'avez jamais mis les pieds dans une école. Exactement, j'ai jamais été scolarisé. Dans un sens, c'est de l'espoir pour tous les gens. C'est rassurant. C'est pas que les énarques ou les ingénieurs qui peuvent arriver à s'en sortir, même dans ces métiers-là. Surtout, je me suis lancé dans ma première boîte dans un monde télécom très très régulé. Je pense qu'à partir du moment où on travaille comme un acharné, on a des idées et on est passionné, on arrive à drainer avec nous finalement tous les gens dans notre passion. Et voilà. Et à partir du moment où on n'abandonne jamais, on peut que y arriver un moment ou un autre. Après, c'était dur. Grâce à une détermination sans faille. Sans faille. Après, évidemment, là, ça paraît beau en 5 minutes, mais j'ai passé des années de galère où j'ai failli fermer la boîte plein de fois. J'ai eu des sueurs froides, ça a été très dur. Puis vous faire accepter aussi dans un monde de la technologie, d'ingénieurs. Vous venant du sport. Évidemment, au début, les gens rigolaient. Ils pensaient que je leur faisais une blague quand je leur disais que je créais un opérateur télécom, et j'étais pas du tout expert là-dedans et pris au sérieux. Mais justement, ça m'a obligé à devenir expert, parce que je disais aux gens, embauchez les plus grands ingénieurs télécom, mettez-les face à moi et vous allez voir que j'arriverai à les challenger. Et grâce à ça, j'arrivais à lever des fonds et tout. Et donc, votre nouveau défi, c'est Album. Exactement. Album, c'est un mélange hybride entre Instagram, WhatsApp. Voilà. Alors, c'est plus finalement un WhatsApp de la photo. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, il n'y a pas des followers comme sur Instagram où on peut voir les profils des gens. C'est beaucoup plus quelque chose de privé. C'est en fait le constat que j'ai fait, c'est qu'on a tous des milliers de photos et vidéos qui dorment dans nos téléphones et on n'a pas de vrais outils pour les partager. Aujourd'hui, on veut pas les mettre sur Instagram ou sur Facebook parce que c'est des photos qui sont trop privées. Donc on les envoie justement dans des conversations WhatsApp ou Telegram. Le problème, c'est que ça se mélange dans nos conversations, ça baisse la qualité et on peut partager toujours de la même façon à chaque personne.
personne. Et donc, je me suis dit, je vais pas réinventer la roue. Et ça charge votre téléphone aussi. Et en plus, ça charge votre téléphone, exactement. Donc, on a besoin de libérer de la place dans un téléphone. Et donc, je me suis dit, je vais pas réinventer la roue. Je vais essayer de faire la meilleure application au monde de partage de photos et vidéos. Par contre, totalement sécurisé, beaucoup plus sécurisé que tout ce qui existe. Un peu comme Quant, pas de traçage de données, on respecte la vie privée des gens. Exactement. Et donc, c'est même pas du marketing, parce qu'on démarre un processus qui prendra 8 mois avec l'ANSSI, qui est l'Institut National des Systèmes Informatiques Français, qui permettent de vérifier justement, ça va prendre des mois, comme j'ai dit, si notre système est suffisamment stable. Et une fois qu'il est suffisamment stable, il nous donne le tampon officiel de l'ANSSI. Et là, on pourra officiellement dire qu'on est l'application de photos et vidéos, une des plus sécurisées au monde. Mais c'est surtout l'usage, c'est-à-dire que enfin, vous allez pouvoir. L'application s'appelle Album. Elle est téléchargeable gratuitement. Elle est gratuite sur l'Apple Store et le Google Store. Et le site internet, c'est album.app et album au pluriel. C'est juste ça. Et en fait, on va enfin pouvoir se faire un album pour notre copine ou notre copain, un album pour notre famille, un album pour des potes quand on part en vacances, un album pour nos collègues de bureau. Et on donne des accès différents à chaque personne. Parce qu'on veut pas communiquer de la même façon à notre copine ou notre copain ou à nos parents, nos collègues de bureau ou quand on part avec des potes en vacances. Voilà. Oui, il y a aussi, on a cette envie de pouvoir effectivement envoyer ces photos, vous le disiez, privées, sans se dire qu'elles sont stockées quelque part. Exactement, c'est-à-dire que nos photos, déjà les messageries comme WhatsApp sont importantes parce que c'est les messages et les conversations, mais les photos c'est même pire que tout, les photos et vidéos, c'est vraiment toute notre vie, donc on veut avoir la certitude qu'elles vont pas se retrouver sur Internet, et on a justement tout mis dans l'application autour de ça. Vous pouvez pas faire de capture d'écran, même sur un iPhone quand vous êtes en full screen, vous pouvez cacher vos albums à travers un mot de passe. Comme je l'ai dit, on va être end-to-end encrypted et vous aurez la possibilité, donc chiffré de bout en bout, à ne pas mettre la clé de cryptage sur le cloud, donc avoir une sécurité optimale. Et tout cela avec une belle expérience utilisateur pour essayer d'aller au niveau des Google, des Facebook, des Instagram. Mais c'est un peu comme on en parlait à l'instant avec justement le moteur de recherche français Quant. C'est une réponse française aux réseaux sociaux américains. C'est une autre alternative qui est proposée. Et c'est peut-être aussi une façon de dire à ceux qui nous gouvernent et peut-être à d'autres investisseurs, il est important, là aussi, même dans les réseaux sociaux, d'avoir une souveraineté nationale. Ah mais c'est indispensable. On se rend compte aujourd'hui que les réseaux sociaux sont devenus presque une arme politique. Je suis pas du tout pro-Trump, mais quand même, c'est dingue qu'une société privée comme Twitter ou Facebook peuvent supprimer la voix d'un président en exercice. C'est complètement délirant. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire qu'aux prochaines élections françaises, si les GAFA n'aiment pas un de nos candidats, ils peuvent en un clic le faire disparaître de la scène médiatique française. Donc, c'est vraiment mettre une alternative, mais j'ai pas envie de rentrer, de dire juste cocorico, on fait une application française. Moi, j'ai faut qu'il y ait une vraie plus-value, quoi, pour les jeunes. J'essaye de vraiment apporter une plus-value. J'ai vécu aux États-Unis, j'étais compétiteur avec mon sport aux États-Unis. Les Américains sont très forts justement à conquérir le monde, et donc et ils ont raison, et je leur en veux pas par rapport à ça. Je veux beaucoup plus aux investisseurs et aux gouvernements français et européens qui n'ont pas soutenu les entrepreneurs à justement créer des réseaux sociaux européens, et maintenant on voit passer le train et on le perd pour les 100 prochaines années. Donc j'essaye, bien sûr, je suis extrêmement fier que ce soit français et européen, mais en réalité, je m'en fiche. La seule chose qui m'intéresse, c'est de réussir le challenge. Et pas je m'en fiche, c'est hyper important. Mais j'essaye surtout d'avoir l'approche à l'américaine, c'est-à-dire conquérir le monde avec un réseau social qui apporte une vraie plus-value. Soyons plus ambitieux. Exactement. C'est une façon d'ouvrir la voie aussi avec Album. Bah bien évidemment, parce que moi j'avais cette frustration qu'on ratait ce challenge et qu'on a loupé le train. Donc j'essaye d'apporter une solution, mais j'espère que même si moi je n'y arriverai pas, bah que ça va créer des initiatives. Un appel d'air. Voilà, un appel d'air avec d'autres entrepreneurs, et surtout que les investisseurs et que les gouvernements vont aussi soutenir, parce que les investisseurs français et européens, à chaque fois, ils me disaient la phrase « Non, mais nous aussi, on est ambitieux, mais au moment où il faut faire le chèque, ils sont pas ambitieux du tout. » Il manque un zéro. Exactement. Ben, pour vous donner un exemple, il y a une application dernièrement qui a fait un succès incroyable qui s'appelle Clubhouse. Oui, on en parle beaucoup en ce moment. Ils n'ont pas la version Android, ils ont quasiment pas de site internet, ils font 0 revenu. C'est déjà valorisé à 1 milliard. On leur a déjà donné 100 millions aux États-Unis. Si j'avais fait un Clubhouse français, qu'est-ce que les investisseurs ou le gouvernement français m'auraient dit? Ok, on te donne 5 millions, prouve déjà ton business model en France, fais ça pendant quelques années, quand tu auras prouvé ça, faudra aller. Mais en fait, on loupe le plus important. On loupe que c'est un aspect
politique presque sur les 100 prochaines années, et c'est là où les Américains sont forts. Donc je leur jette pas la pierre, mais je dis vraiment aux Français, aux Européens, réveillons-nous. Voilà, et soutenez les investisseurs, les entrepreneurs français. Moi, je tente ma chance. J'espère que j'y arriverai, mais je suis pas prétentieux à dire qu'il y a que moi qui vais y arriver. Non, mais autant même créer un écosystème autour de ça. Exactement. Merci beaucoup. Tu as écrit, je rappelle, que vous êtes le fondateur de On-Off et album que l'on peut lire sur votre t-shirt. À télécharger, albumaupluriel.app. Merci à vous, chers auditeurs. On se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure et surtout même radio. D'ici là, portez-vous bien et bon dimanche.